Très tôt dans Harry Potter, le choix-peau magique scelle la destinée de Harry en lui permettant de rejoindre la maison Gryffondor, et cela malgré le fait qu'il penchait plutôt pour envoyer le célèbre sorcier chez les Serpentards. En fait, si Harry n'avait pas expressément fait savoir au choix-peau son intention de rejoindre Gryffondor, notre héros se serait, selon toute vraisemblance, retrouvé chez les Serpentards. De quoi nous poser la question de ce qui se serait passé si Harry Potter avait été à Serpentard. Mais tout d'abord, remettons les choses dans leur contexte. Dans les films et livres, en faisant la rencontre de Ron Weasley dans le train, Harry se voit peindre un portrait bien néfaste de la maison Serpentard, si bien qu'il ne souhaite absolument pas les rejoindre, et corrige le choix-peau magique lors de la cérémonie d'attribution en lui demandant de l'envoyer à Gryffondor. Mais imaginons donc que Harry ait été plus timide, qu'il n'ait pas agi et qu'il ait bien fini à Serpentard. À l'aube de sa première année à Poudlard, l'impensable se produit pour Harry Potter. Lors de la cérémonie de la répartition, le choix-peau magique annonce d'une voix puissante et solennelle sa maison, Serpentard. Le murmure se répand comme une onde de choc dans la grande salle. Les regards surpris et les chuchotements enflent tandis qu'Harry s'assoit à la table ornée du serpent d'argent. Mais finalement, Harry est reçu en héros. Sa légende le précède, et les élèves de Serpentard, loin de voir en lui une menace, le considèrent comme un futur grand sorcier, un héros ayant survécu à Voldemort lui-même. Les murmures admiratifs le suivent partout où il va, lui le survivant. Cependant, il y a une exception, et pas des moindres, Drago Malfoy. Bien avant même le choix des maisons, une animosité profonde s'était déjà installée entre les deux rivaux. Cette rivalité persiste, voire s'intensifie au sein de Serpentard. Drago ne peut accepter l'idée que quelqu'un d'autre, surtout Harry Potter, puisse lui voler la vedette, dans sa propre maison. Il ne manque jamais une occasion de discréditer Harry aux yeux de ses pairs Serpentards. Les effets de ce changement se font également ressentir auprès des autres. Ron Weasley, avec qui Harry a sympathisé dans le train, semble désormais distant. La filiation à Serpentard crée un écart entre eux, un fossé alimenté par les préjugés et les stéréotypes associés à cette maison. Malgré Harry essayant de se voir rassurant auprès de Ron, le Weasley préfère couper court à toute amitié. La vie à Poudlard est aussi difficile que ne l'aurait imaginé Harry. Malgré l'accueil initial, Drago Malfoy, avec son art de la manipulation, réussit rapidement à semer le doute parmi les élèves de la maison. Potter n'est pas comme nous, il ne partage pas nos valeurs, insinue-t-il partout. Ainsi, Harry se retrouve dans une position délicate, et se l'est au milieu de camarades qui commencent à douter de sa légitimité. Face à une exclusion progressive, Harry trouve une alliée improbable en la personne d'Hermione Granger. Comme lui, elle connaît l'isolement dans sa propre maison, Gryffondor. Les deux, désormais étrangers dans leurs maisons respectives, développent une amitié inattendue, une compréhension mutuelle de l'aliénation. Cette année-là, Hermione se retrouve en danger lors de l'incident du troll dans les toilettes. Contrairement à l'histoire bien connue, Harry n'est pas là pour pousser Ron à intervenir. Ce sont les professeurs qui, alertés par le tumulte, interviennent à temps pour sauver Hermione. Le renfermement de Harry persiste dans ses performances scolaires et sportives. Lors des premières leçons de ballet, il ne parvient pas à impressionner et ne fait pas partie des joueurs qui composent l'équipe de Quidditch de Serpentard. Il cherche désespérément à prouver sa valeur dans un environnement où son statut de survivant semble perdre de son éclat. La situation avec Norbert le Dragon prend une tournure bien plus compliquée dans cette version, où Harry n'est pas lié à Ron dès le départ. Hagrid, qui n'a pas le contact de Charlie, le frère de Ron, se retrouve donc incapable de se débarrasser du dragon, comme cela avait été arrangé dans la version originale. La présence de Norbert dans la cabane de Hagrid cause d'énormes ennuis, et le problème devient rapidement ingérable. Tout cela attire l'attention de Dumbledore, qui, remarquant la situation, doit intervenir de lui-même pour résoudre le problème. Cependant, le fil principal de l'intrigue autour de la découverte de la pierre philosophale demeure inchangé. Harry, toujours curieux et avide de résoudre les mystères qui l'entourent, se retrouve sur la piste de la pierre. Les soupçons initiaux se portent sur Rogue, comme dans la trame originale. La suspicion envers le professeur des potions resterait un élément clé de l'intrigue. Il y a fort à parier que Rogue aurait été tout aussi froid envers Potter que dans les films et le livre de base. Les épreuves de la pierre philosophale se déroulent avec Hermione aux côtés de Harry, formant ainsi un duo. Hermione, avec son intelligence et ses connaissances, se révèle être un atout précieux, apportant des solutions ingénieuses et des conseils utiles. Lors du jeu d'échecs sorcier, au lieu des 3 pièces qui laissent leur place, seulement 2 pièces se sacrifient, variation influencée par le nombre de personnes présentes dans la pièce. Du reste, la confrontation finale avec Quirrell Voldemort se déroule de la même manière que dans le film, et à la fin de l'année scolaire, la Coupe des Maisons est remportée par Serpentard, étant donné les actions de Harry. L'été de Harry est loin d'être agréable, il n'a aucune nouvelle d'Hermione, et les Dursley rendent sa vie encore plus misérable. Coincé derrière des barreaux et isolé du reste du monde magique, il traverse une période difficile. Les Dursley, toujours aussi antipathiques, cherchent à le maintenir dans l'ignorance et l'isolement. C'est alors qu'intervient Dobby, le maladroit elfe de maison, qui apparaît chez les Dursley pour mettre en garde Harry sur son retour à Poudlard. Dobby explique les dangers qui l'attendent et tente de le dissuader de retourner à l'école de la sorcellerie. Cependant, Harry, déterminé à rejoindre ses amis et son monde,
refuse de céder aux avertissements de Dobby. Finalement, c'est grâce à l'intervention des professeurs de Poudlard que Harry parvient à échapper à la surveillance stricte des Dursley. Poudlard, soucieux de voir revenir l'un de ses élèves emblématiques, exerce une pression considérable sur la famille de Harry pour qu'il puisse retourner à l'école. Malgré le retard causé par les manigances des Dursley, Harry finit par regagner Poudlard, où de nouvelles aventures l'attendent. Les rumeurs concernant l'héritier de Serpentard et la menace sur les Némoldus commencent à circuler à Poudlard. Cette fois-ci, Harry est directement pointé du doigt, comme suspect numéro 1. Sa capacité à parler le fourche-langue, une caractéristique associée à l'héritier de Serpentard, alimente les soupçons de ses camarades. Drago Malfoy, toujours prompt à chercher des noises à Harry, est à l'origine de la propagation de ces rumeurs. Cependant, du fait de sa position à Serpentard, Harry ne suspecte pas Drago d'être l'héritier de Serpentard, contrairement au film. Ayant une perspective interne sur la maison, il est convaincu de l'innocence de ce dernier, qui ne semble pas suspect. Donc contrairement à l'histoire originale, Harry ne ressent pas le besoin d'utiliser la potion de polynectar pour glaner des informations, en se faisant passer pour un élève de Serpentard et pour parler à Malfoy. Il ne se rend donc jamais dans les toilettes des filles, et ne découvre donc jamais le journal de Tom Jedusor, laissant une partie importante du mystère de la Chambre des Secrets intacte. Les événements se déroulent ainsi bien différemment. Le journal de Tom Jedusor est donc retrouvé dans les toilettes de Poudlard, alors abandonné par Ginny Weasley. Il attire l'attention de la direction de l'école, et même du ministère de la Magie. Dumbledore est rappelé en urgence pour prendre en main la situation. Car oui, entre-temps, il y a tout l'épisode où Hagrid est accusé d'avoir ouvert la Chambre des Secrets, et où Dumbledore est renvoyé de Poudlard, mais passons. Hermione se fait même pétrifier par le monstre de la Chambre des Secrets, et ne peut fournir aucune information pour résoudre le mystère. Face à l'escalade des pétrifications, Dumbledore prend la décision difficile de fermer l'école. Les premières victimes suscitent la panique parmi les élèves et le personnel de Poudlard. Cependant, cette fois-ci, Ginny Weasley n'ouvre jamais la Chambre des Secrets, car Harry n'est pas en mesure de découvrir le journal de Tom Jedusor. Donc elle n'est pas non plus en mesure de lui revoler plus tard. Dumbledore, accompagné de puissants magiciens, se lance alors dans une investigation approfondie. La découverte de la Chambre des Secrets et du basilic qui y réside ne se fait pas sans difficulté, mais le problème est facilement résolu. Le serpent est éliminé, mettant un terme aux pétrifications et sauvant les victimes. Malgré cela, l'épisode laisse un sérieux traumatisme sur l'ensemble de Poudlard. Alors que la traque de Sirius Black et l'arrivée des détraqueurs à Poudlard plongent l'école dans l'angoisse, l'année de Harry va pas mal différer par rapport au livre. Bon, le côté positif, c'est qu'avec la blessure de Malfoy, il a enfin l'opportunité de se faire sa place dans l'équipe de Quidditch, et s'y révèle même très talentueux. Mais le plus intéressant est qu'il n'obtient pas la carte du maraudeur. La carte est détenue par Fred et George Weasley. Mais Harry n'est pas proche d'eux dans cette version, car il n'est pas ami avec les Weasley. Ainsi, il ne l'obtient jamais, il ne se rend pas après Préolard, il ne découvre pas que Sirius Black est son parrain. Également, il n'est pas obsédé par l'idée de le retrouver. Donc la confrontation finale dans la cabane de Préolard se déroule de manière similaire à celle du film. La différence que Harry n'est pas présent, et Remus Lupin non plus. Sans la carte du maraudeur, confisquée à Harry, Lupin ne peut pas intervenir pour empêcher le dénouement tragique de cette rencontre. Seuls Ron et Hermione sont présents, partis à la recherche de Croutard, qui se révèle être Peter Pettigrew. A noter que Rogue n'est pas là non plus, car il ne peut pas suivre Lupin, vu que, il n'y va pas non plus. Black agit donc de manière plus rapide dans l'exécution de ses intentions. Il élimine rapidement Peter Pettigrew. Lupin n'étant pas présent, il n'y a bien entendu pas tous les déboires liés à sa transformation en loup-garou, et tout ce que cela peut impliquer. Sans cette tragédie, Sirius Black est en mesure de plaider son innocence plus efficacement, soulignant que c'est en réalité Peter Pettigrew qui est derrière les machinations qui ont trahi les Potter. Il peut prouver que Pettigrew se cachait depuis des années, des suites de son acte de traîtrise. Que toute cette histoire avec le petit doigt n'était qu'une de ses machinations. Avec la mort de Pettigrew et ses nouveaux éléments, le ministère de la Magie rouvre le dossier, réalisant que Black a été injustement accusé. Les preuves de son innocence sont plus évidentes, et Sirius Black est libéré de la prison d'Azkaban. Harry retrouve son parrain. La mort de Pettigrew représente également une perte significative pour Voldemort, privé alors d'un de ses alliés les plus précieux pour son retour. Sans Peter Pettigrew, le retour de Voldemort est sérieusement retardé, car Pettigrew jouait un rôle essentiel dans son retour à la puissance. À la place, c'est Barty Croughton Jr., qui prend quelque peu la place de Pettigrew en tant que serviteur du Seigneur des Ténèbres. Lupin reste professeur de défense contre les forces du mal à Poudlard, car l'incident de sa transformation en loup-garou ne s'est pas produit, et sa double identité n'a pas été révélée. Ayant besoin de Barty Croughton Jr. au plus près de lui pour préparer son retour, Voldemort n'a pas d'agent secret pour manipuler le tournoi des Trois Sorciers et infiltrer Poudlard. Par conséquent, Harry ne se retrouve pas volontairement impliqué dans le tournoi. L'année à Poudlard est donc relativement calme, avec Cédric Diggory remportant le tournoi des Trois Sorciers, sans les tragédies liées au tournoi dans la chronologie originale. Harry, étant en dehors du tournoi, peut se concentrer sur d'autres aspects de sa vie à Poudlard, explorant de nouvelles amitiés et approfondissant des relations existantes. En somme, l'année est paisible, cependant, dans l'ombre, Voldemort prépare son retour. Il est déterminé à retrouver son corps physique et sa pleine puissance. Il entreprend la sombre quête de récupérer sa force vitale. Bien sûr, ici, il ne peut pas utiliser le sang de Harry, n'ayant pas moyen de l'amener à lui.
Le sang d'une autre victime est alors choisi pour entamer son processus. Ses fidèles adeptes, réunis sous la bannière des Mange-Morts, commencent à traquer des individus susceptibles de fournir le précieux liquide. L'objectif de Voldemort est de choisir une personne dont le sang renferme une puissance magique considérable. Pour atteindre cet objectif, ses disciples exécutent des rituels obscurs et participent à des actes sinistres, semant la terreur dans le monde sorcier. Chaque goutte de sang versée dans ces sombres rituels alimente la résurgence de Voldemort, renforçant son essence magique et le ramenant graduellement à la vie. Pendant ce temps, Harry, toujours inconscient de la renaissance de son ennemi juré, poursuit son quotidien à Poudlard. Les prémices du conflit se ressentent dans l'atmosphère de l'école, mais Dumbledore veille à maintenir une illusion de normalité, protégeant Harry de l'influence croissante de Voldemort. Car par l'intermédiaire de Rogue, le vieux sorcier est tout à fait au courant de la résurgence de Voldemort. Étant donné que Harry n'assiste pas au retour de Voldemort et ne joue ici pas les lanceurs d'alerte, le ministère de la magie le laisse assez tranquille. L'incident des détraqueurs, Harry qui utilise la magie en dehors de l'école, et son procès, tout ça n'a pas lieu. Cependant, des tensions commencent à se manifester au sein du monde magique. Les rumeurs sur le retour de Voldemort circulent sourdement, créant un climat d'incertitude et de méfiance. Dumbledore, conscient des événements, observe attentivement la situation et prend des mesures pour préparer l'école à d'éventuelles épreuves. Sans l'incident des détraqueurs et l'influence du ministère, Harry, bien que toujours connecté aux sombres affaires du monde magique, conserve une relative tranquillité dans sa vie étudiante. La quiétude apparente dissimule les prémices d'un danger grandissant dont Dumbledore a lui parfaitement conscience. Conscient de la menace imminente, il agit pour protéger le monde magique et son école. Harry est alors intégré à l'Ordre du Phénix, et découvre une facette cachée de l'univers magique. Aux côtés de son oncle Sirius Black et de Cédric Diggory, il s'immerge dans un monde d'intrigues et de complots qui le dépassent et dont il ne soupçonnait pas l'existence. Dumbledore, sage et vigilant, utilise l'Ordre pour faire un contrepoids aux sombres desseins de Voldemort. Au sein de cet ordre, il retrouve notamment la famille Weasley. Les relations entre cette dernière et Harry se resserrent, particulièrement avec Ron et Ginny. Cédric, quant à lui, devient un ami proche, renforçant le sentiment de solidarité au sein de l'Ordre. Ensemble, ils se préparent à affronter l'ombre grandissante du Seigneur des Ténèbres. Pendant que le quotidien à Poudlard suit son cours, l'influence néfaste de Voldemort gagne du terrain à l'extérieur. Dumbledore, conscient de la menace imminente, agit dans l'ombre pour protéger le monde magique. La tension finit par éclater lorsque Voldemort, cherchant désespérément à s'emparer de la prophétie qui contient des informations cruciales sur son destin et celui de Harry, décide de pénétrer au cœur même du ministère de la magie. À la tête de ses Mange-Morts, il mène une attaque coordonnée et brutale. L'Ordre du Phénix, alerté par les renseignements d'espions et la magie de prévention de Dumbledore, se précipite au ministère pour affronter les forces obscures. Un duel magistral éclate dans les couloirs labyrinthiques du ministère entre les membres de l'Ordre et les Mange-Morts. Cédric Diggory, toujours prêt à se battre pour la justice, se distingue par sa bravoure et son habileté. Sirius Black, désireux de protéger son filleul et de réparer les erreurs du passé, se bat avec une ferveur renouvelée. Les sorts fusent, les enchantements s'entrechoquent, créant un spectacle magique impressionnant mais effrayant. Au cœur de la bataille, Harry ressent l'urgence de protéger la prophétie et de repousser Voldemort. Mais malgré les efforts héroïques de l'Ordre, Voldemort parvient à s'emparer de la prophétie. Le point positif de l'opération, c'est que Sirius Black n'est pas mort, grâce notamment à la présence de Cédric Diggory au sein de l'affrontement. En 6ème année, Harry est étonné par le mystère entourant le comportement étrange de Malfoy. Étant un Serpentard également, il a une perspective unique sur les agissements de son camarade de maison et rival. Cependant, son manque de proximité avec les jumeaux Weasley fait qu'il ne fait pas le lien avec l'épisode de la boutique de Farce et Attrape. Il ne suspecte pas vraiment ce que prépare Malfoy, mais sent bien que quelque chose d'étrange se passe. En voulant détruire un Horcrux, Dumbledore s'est d'ailleurs vu maudire sa main. Il le sait, sa fin est proche. Malfoy de son côté semble obnubilé. Harry, curieux et déterminé à comprendre les intentions de son camarade, parvient à l'espionner discrètement et même à le suivre. Malfoy passe beaucoup de temps à errer dans les couloirs de Poudlard et à fouiller dans les recoins les plus obscurs de l'école. Harry, caché dans l'ombre, observe ses allées et venues sans réellement comprendre le but de ses activités secrètes. Il finit par le suivre jusque dans la salle sur demande et découvre qu'il est obnubilé par une armoire étrange. Harry est intrigué par l'armoire et se rend même dedans une fois Malfoy parti. Il se voit alors propulsé chez Barjo et Burke, ainsi il fait le lien. L'armoire est en fait un passage, et qui sait ce que Malfoy compte en faire. Dumbledore est prévenu, Malfoy est alors immédiatement suspecté d'agir pour le seigneur Voldemort. Les liens entre son père Lucius et Voldemort sont bien connus. Bien sûr, Dumbledore ne reste pas là sans agir, et prend les choses en main. Poudlard doit être préparé à une intrusion mange-mort. Cependant, Dumbledore est persuadé de pouvoir tirer parti de la situation. Dumbledore, avec sa sagesse légendaire, prépare méticuleusement une embuscade pour contrer l'attaque imminente des forces du mal dirigées par Voldemort. Il réunit secrètement les membres de l'Ordre du Phénix, leur faisant part de son plan audacieux. Conscient que la surprise joue un rôle crucial dans une bataille, Dumbledore insiste sur l'importance de feindre l'inattention. Il veut que les forces de Voldemort croient qu'ils peuvent attaquer Poudlard sans rencontrer une résistance organisée.
Les membres de l'Ordre du Phénix, déterminés et prêts à tout pour protéger Poudlard, adhèrent au plan de Dumbledore. Les forces de Voldemort pénètrent finalement dans Poudlard. Cependant, au lieu de trouver un château vulnérable, ils sont accueillis par une résistance féroce de l'Ordre du Phénix. Dumbledore avait élaboré un plan infaillible, utilisant l'apparente vulnérabilité du château comme appât. La bataille qui s'ensuit est intense, avec les membres de l'Ordre du Phénix se jetant dans l'action pour protéger Poudlard. Les Mange-Morts, convaincus de leur supériorité, sont submergés par la force et la détermination de ceux qui défendent l'école. Dumbledore dirige habilement ses troupes, orchestrant des contre-attaques stratégiques pour prendre les Mange-Morts au dépourvu. Rogue, agissant toujours en tant qu'espion au sein des forces de Voldemort, réalise que la situation tourne à l'avantage de l'Ordre du Phénix. Pour préserver sa couverture et continuer à jouer un rôle crucial dans la lutte contre les forces du mal, il choisit de se retirer discrètement de la bataille, évitant ainsi de compromettre ses véritables intentions. La fuite lui est donc préférable. Bellatrix Lestrange, fidèle servante de Voldemort, se retrouve encerclée par les membres de l'Ordre du Phénix. Malgré sa ferveur fanatique, elle est finalement capturée. La capture de Bellatrix représente une victoire symbolique pour l'Ordre, affaiblissant les forces de Voldemort et renforçant la détermination de ceux qui luttent pour la justice. Malheureusement, dans le chaos de la bataille, Lupin a succombé au sort meurtrier de Lestrange. Sa disparition laisse un vide douloureux au sein de l'Ordre et de Poudlard. Cependant, la résistance acharnée de l'Ordre du Phénix et la stratégie brillante de Dumbledore empêchent Voldemort de prendre le contrôle de l'école. Dumbledore reste en vie, continuant à guider l'école et l'Ordre dans la lutte contre les forces du mal. Le château, bien que marqué par les traces de la bataille, demeure une forteresse impénétrable face à l'assaut de Voldemort. Affaibli par la défaite de Poudlard et la capture de nombreux de ses partisans, il est contraint de reconsidérer ses plans. Il ne lance pas immédiatement d'offensive contre le ministère de la Magie, reconnaissant qu'il doit d'abord se renforcer. Cette pause donne à Dumbledore et à l'Ordre du Phénix une précieuse occasion pour renforcer leur base et préparer les guerres à venir. La dernière année de Harry se déroule étrangement de manière plutôt relativement normale. Du moins au début. Avec Dumbledore à ses côtés, il entreprend la quête des Horcruxes pour détruire les morceaux de l'âme de Voldemort. Dumbledore, ayant survécu à la bataille précédente, continue de guider Harry et l'Ordre du Phénix dans la lutte. Avec l'accord du ministère de la Magie, Harry et Dumbledore peuvent ouvrir le coffre de Bellatrix Lestrange pour trouver l'Horcrux qui s'y cache. Pas besoin de s'infiltrer ici, car le ministère n'est pas sous l'emprise de Voldemort. Et de cette façon, ils parviennent à récolter de nombreux autres Horcruxes. Seulement, un problème majeur se pose. Comment les détruire ? Contrairement au film, dans cette version ils ne savent pas que le venin du basilic en a la capacité, et l'épée de Gryffondor ne peut rien contre les Horcruxes, étant donné qu'elle n'est également pas imprégnée du venin du basilic, car je rappelle que c'est pour ça qu'elle peut les détruire dans les films. Ainsi, l'Ordre du Phénix se retrouve quelque peu bloqué devant ce constat, tandis que Voldemort, lui, continue de grandir et de rassembler son armée. Son intention est claire, se débarrasser de Poudlard, de Harry, de l'Ordre du Phénix et de Dumbledore une bonne fois pour toutes. La nuit s'abat sur Poudlard, alors que Voldemort attaque l'école avec une armée redoutable, plus puissant que jamais. Dépourvu des affaiblissements liés à la destruction de ses Horcruxes, le Seigneur des Ténèbres déferle sur le château avec une férocité dévastatrice. La bataille est colossale. L'Ordre du Phénix, les enseignants et même les élèves s'engagent vaillamment dans le combat contre les forces obscures de Voldemort. Malgré leur courage, Poudlard se trouve face à un adversaire trop puissant. Les sorts fusent et les enchantements crépitent dans l'obscurité de la nuit. Au cœur de la bataille, Dumbledore et Voldemort s'affrontent dans un duel épique. La magie déferle entre les deux mages puissants, mais même avec la baguette de Suro, symbole de maîtrise absolue, Dumbledore finit par s'incliner face à la force brute de Voldemort. Il s'empare de la baguette surpuissante, devenant ainsi son véritable maître et héritier. Avec son pouvoir renforcé, il tourne son attention impitoyable vers Harry Potter, celui qui a survécu à tant d'épreuves. Malheureusement, cette fois-ci, la protection de Lily Potter ne sera pas en mesure de le sauver, ni même sa baguette jumelle. Harry succombe au sortilège de Voldemort, marquant la fin d'une ère de résistance. Le Seigneur des Ténèbres, triomphant, s'empare du monde de la magie tout entier. Les sorciers et sorcières se retrouvent sous son joug, et Voldemort nourrit déjà l'ambition d'assujettir les Moldus. C'est le triomphe complet des forces des ténèbres, marquant une page sombre dans l'histoire de la sorcellerie. Le monde magique est plongé dans l'ombre du règne de Voldemort, un règne où la terreur et la soumission règnent en maître. Merci à tous d'avoir suivi cette vidéo, j'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à partager, à commenter, à liker, à vous abonner, à nous suivre sur les réseaux comme Instagram, TikTok ou Twitter. Et on vous dit à la prochaine.